On va parler en pleine Coupe du Monde de football. La compétition, vous le savez, touche à sa fin. On en est au quart de finale. On va parler du Népal parce que l'histoire de ce pays et de ses travailleurs est intimement liée à la Coupe du Monde au Qatar. Le Népal, Frédéric Leclos, vous y allez depuis les années 1990. Mais on va dire qu'à partir du début des années 2000, il y a un événement qui va vous interpeller. Vous êtes dans l'avion. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a intrigué ? À partir du début des années 2010, en effet, lors de mes voyages réguliers, à ce moment-là, les vols qu'on prend, ils passent à peu près tous par le Golfe. Et les vols qui quittent le Golfe, que ce soit depuis Doha, depuis Abu Dhabi ou depuis Dubaï, vers Katmandou, sont presque exclusivement chargés de voyageurs népalais qui rentrent au pays. Et très bêtement, dans un premier temps, en tant que touriste, bien, je me demande, mais que font-ils là? Je ne tarde pas à l'apprendre, bien sûr. Il y a un mouvement migratoire massif qui a commencé au début des années 2000, notamment favorisé par le gouvernement en pleine guerre civile, qui préfère que les jeunes hommes partent travailler dans le Golfe plutôt qu'ils rejoignent le mouvement de la guérilla maoïste. Et ce mouvement voit partir, quand, à l'époque du tremblement de terre en 2015, à peu près 1500 hommes tous les jours qui quittent le Népal, qui quittent Katmandou pour aller travailler dans un de ces pays et en particulier au Qatar pour construire les infrastructures. Frédéric Leclos, de 2013, on commence à apprendre officiellement qu'il y a des gens qui meurent, des ouvriers népalais qui meurent, pas que népalais, mais notamment sur les chantiers de construction des stades. Vous avez choisi de nous raconter l'histoire côté népalais. Vous êtes allé dans les villages où les hommes avaient totalement disparu. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que c'est aussi ce qui est intéressant dans votre démarche, quelles conséquences ça a eu, cet exode masculin, pour ces villages ? Eh bien, il y a toute une série de choses qui ne sont plus possibles dans les villages d'un point de vue purement organisationnel. Eh bien, dans la religion hindoue, il y a par exemple l'interdit du labour pour les femmes qui ne peuvent pas pousser la charrue. Donc, quand les hommes ne sont pas là, qui est-ce qui va le faire? C'est problématique. Quand les hommes ou les femmes meurent, mais les femmes ne peuvent pas, il faut porter les cadavres au bûcher. Il faut un prêtre brahmane pour cela. Et donc, quand les prêtres brahmanes sont dans les camps de travailleurs au Qatar ou ailleurs, ces questions-là se posent. Et puis après, il y a des questions intimes qui se posent aussi. Qu'est-ce que ça signifie pour des femmes de devoir élever seules leurs enfants, pour des pères de voir grandir leurs enfants à distance via les images de leur téléphone? Il y a toute une série de questions comme ça qui se posent. Et vous avez capté, c'est un portrait un peu en effet miroir. On voit vos photos qui défilent à l'écran sur TV5 Monde. Alors la phrase qui revient sans cesse dans la bouche de ces femmes népalaises, c'est « On n'a pas le choix, nous n'avons pas le choix ». Est-ce que vous avez réussi à comprendre ce qui se cachait derrière ces mots ? Je soupçonne pour ma part, évidemment, il y a dans ce pas le choix, il y a un vrai phénomène de pauvreté. Le Népal reste un des 20 pays les plus pauvres du monde. Il n'y a pas de gouvernement au Népal. Enfin, il y en a un, mais il ne fait pas son travail. Donc, il devrait, après 2 tremblements de terre majeurs qui ont ravagé plus de 500 000 maisons, fait plus de 9 000 morts, après 10 ans de guerre civile, le gouvernement devrait mettre tous ses efforts pour retenir les hommes, pour qu'ils reconstruisent le pays, mais ils ne sont pas capables de le faire. Donc, les gens partent pour des raisons de pauvreté, mais je soupçonne aussi une bonne partie de pression sociale, quand on voit que le voisin a ramené suffisamment d'argent pour construire une belle maison, ou pour acheter une mobilette, ou pour acheter une belle télévision, eh bien, il n'y a pas de raison que moi, j'ai pas envie de faire la même chose. Et cette compétition à l'échelle des villages est aussi probablement un des facteurs de la migration. Alors, vous êtes allé aussi au Qatar pour discuter avec ces travailleurs dans les camps près de Doha. Vous le dites, vous avez eu accès plutôt facilement à ces camps, notamment à travers un guide népalais, un traducteur. Vous n'avez pas pris beaucoup de temps à ces ouvriers parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de repos, il faut le dire. Quelles sont leurs conditions de travail ? Alors, donc je suis en effet entré dans les camps assez facilement avec l'aide d'un Népalais que j'avais rencontré qui me permettait de trouver les endroits où étaient les hommes. Leurs conditions de travail, il y a la plupart des hommes que j'ai rencontrés travaillaient 6 jours sur 7, certains 7 jours sur 7, pour des salaires qui évoluent entre 200 et 250 euros pour les ouvriers, un peu plus quand ces hommes sont capables, par exemple, de conduire un engin de chantier comme un tractopelle
s'autopellent. Leurs salaires peuvent monter jusqu'à 400-500 euros. Mais la plus grande, peut-être la chose la plus importante que je puis dire sur leurs conditions de vie dans les camps, c'est la disparition totale de l'intimité. On est dans une promiscuité permanente. On fait tout au sein du groupe. On vit dans une chambre avec 6, 8, 10, 20 camarades autour avec qui on va passer 2 ans. Et le dernier endroit de l'intimité, peut-être qu'on a vu passer une des photos avec un des téléphones d'un de ces hommes, le dernier endroit de l'intimité, c'est le téléphone. C'est l'endroit où vous pouvez appeler, par lequel vous gardez des nouvelles de votre épouse ou de votre mère. Et juste Frédéric Leclos, on aimerait vous entendre, mais quelques mots, parce que c'est vrai que le temps file, on aimerait vous entendre sur... On n'a pas entendu l'avis de ces travailleurs. Vous avez rencontré des ouvriers népalais. Que disent-ils sur toute la controverse autour de ce mondial, sur la question du boycott, qui n'est moins d'actualité, puisque maintenant la compétition touche à sa fin? Que vous ont-ils dit à ce sujet ? À l'époque, ils ne m'ont rien dit sur le mondial. Leur seule préoccupation, c'est de ne pas se faire, c'est que leur contrat se passe bien, c'est d'être payé, parce que bien souvent ils ne sont pas payés, et c'est de rentrer en vie au pays, n'est-ce pas, puisque quand il y a bien souvent ils meurent, soi-disant de crise cardiaque, ou de mort naturelle, mais quand on travaille par 50 degrés de chaleur sans eau, il est bien normal que le corps ne suive pas. Donc sur le mondial, je pense qu'en bonne partie les Népalais s'en moquent.